Mobilisation des capitaux, conditions essentielles à la transition énergétique. Merci d'être ici. Mon nom est Jean-François Bélan, je suis vice-président chez Investissement Québec, donc responsable de la division Ressources Québec, mines, énergie, ressources at large, incluant tout ce qui est filière batterie, hydrogène également. Heureux d'être ici pour parler d'un sujet hyper important, le financement des différentes initiatives dont on a parlé depuis le début de la journée et qu'on parlera dans les prochains jours. Un panel de personnes qui auront la chance, des gens qui ont un savoir assez poussé sur le domaine en question. Marc-André Lefebvre, CFO chez Kruger Energy, Olivier Lacaille chez Desjardins et Cyril Wittkock chez Axium Infrastructure. Donc, premièrement, on va débuter par mes collègues se présenteront pendant 2 minutes, présenteront ce qu'ils font. On débutera avec Cyril. Bonjour tout le monde. Écoutez, Axium, c'est un gestionnaire de portefeuille d'infrastructures. C'est basé à Montréal, ça a été fondé il y a une douzaine d'années. Et puis, nous avons à peu près 12 milliards d'actifs sous gestion dans le domaine des infrastructures, principalement au Canada, aux États-Unis. Je dirais que la majorité des investissements sont en énergie. Puis la majorité des investissements en énergie sont en énergie renouvelable. On a au-dessus de 250 actifs différents, en plus des autres domaines qui sont les transports et les infrastructures sociales. On a des projets d'énergie renouvelable dans 6 provinces, de BC, Alberta, Ontario, Québec, Manitoba, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard. Ce qu'on cherche en termes d'investissement, c'est une stratégie d'investissement dans des services essentiels, donc un revenu stable, soit par des contrats, de la réglementation ou des concessions. Et puis, comme je mentionnais, dans trois secteurs d'investissement. On a une centaine d'employés basés principalement à Montréal, au siège social, et puis avec des bureaux aussi à l'étranger, à New York et puis à Londres maintenant. Voilà, ça fait le tour d'Axiom. Prochain, Olivier Lacaille de Desjardins. Bonjour à tous. Donc, Olivier Lacaille, je suis directeur général en charge des financements aux grandes entreprises, des financements de projets en infrastructure et en énergie renouvelable chez Desjardins. Donc, je travaille chez Desjardins depuis maintenant un peu plus qu'une dizaine d'années. Puis maintenant, je me spécialise vraiment dans les produits et services qui sont reliés à la transition énergétique. Juste prendre un petit moment pour remercier l'ACPER de l'invitation. C'est vraiment un plaisir là, de discuter avec mes copanélistes d'un sujet qui me tient à cœur. Donc, Desjardins, je pense que vous nous connaissez, mais je pense que c'est important de rappeler qu'on est une coopérative financière. Donc, c'est vraiment un élément qui nous différencie des autres institutions financières canadiennes. Donc, Desjardins compte maintenant plus de 7,5 millions de membres et clients, plus de 400 milliards d'actifs au bilan. Donc, je pense que notre nature de coopérative puis notre saine position financière nous permet vraiment d'accompagner nos clients d'une manière qui est unique dans leurs projets en énergie renouvelable. Donc, mon mandat chez Desjardins, c'est de diriger le groupe de financement de projets en énergie renouvelable. Donc, de par nos objectifs ambitieux de jouer un rôle accru dans la transition énergétique, on cherche à accompagner nos clients dont Axium et Kruger Energy et bien d'autres, dans tout type de projets en énergie renouvelable, donc des projets en énergie solaire, en éolien, jusqu'aux projets de stockage puis de transmission, des actifs de transmission également. Donc, je gère un portefeuille de financement pour des projets qui sont autant en opération que dans la phase de construction au Canada puis aux États-Unis également. Merci. Et le dernier, Marc-André Lefebvre, CFO chez Kruger Energy. Merci Jean-François. Comme Olivier, j'aimerais remercier l'ACPER pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Kruger Energy a été fondé il y a presque 20 ans, a été fondé en 2004. Nous, on est un développeur puis un gestionnaire de centrales d'énergie verte. Nous avons 46 sites avec une puissance installée de 650 MW, des sites au Canada, aux États-Unis, des sites aussi en hydro, on a des parcs éoliens, on a des actifs solaires également. Avant de me joindre à Kruger Energy, j'ai travaillé à peu près 20 ans pour une banque canadienne.
Et j'ai occupé des rôles différents là, dans cette banque-là. J'ai fait du investment banking pendant une dizaine d'années. Ensuite, je suis allé à Toronto. Je me suis spécialisé en financement d'équité. Donc, les premiers appels publics à l'épargne, les émissions d'actions sur le marché secondaire, etc. Et finalement, mon dernier rôle, je gérais un portefeuille de prêts corporatifs et Kruger Inc. était justement un de mes clients. Donc, je connaissais bien la société avant de me joindre. Dans mon rôle en tant que CFO présentement de Kruger Energy, je supervise les efforts de développement en Amérique du Nord et aussi je gère la fonction finance, notre groupe d'approvisionnement et notre groupe légal. Excellent. Bien, écoutez, on va débuter avec des questions. Écoutez, dans un contexte géopolitique qu'on connaît actuellement, notamment marqué par la guerre en Ukraine et autres situations géopolitiques, comment avez-vous adapté vos pratiques dans un contexte inflationniste et, du coup, de forts taux d'intérêt? Olivier? Bien, c'est sûr que notre ambition, c'est d'accompagner nos clients là, à travers ces temps qui sont pleins d'incertitudes. Donc, ces dernières années, on demandé là, quand même beaucoup plus de flexibilité puis une certaine ouverture d'esprit à adapter nos structures de financement là, dans un contexte qui était rempli justement d'incertitudes. Au niveau de l'inflation, c'est certain qu'on apporte maintenant là, beaucoup plus ou encore plus d'attention au niveau des contingences, que ce soit dans les budgets de construction que les budgets d'opération pour des projets qui sont quand même d'une longue durée de vie. C'est certainement une des adaptations qu'on voit. On a aussi vu certaines clauses contractuelles venir changer un peu le partage de risques entre les différents parties. Donc, par exemple, on a vu l'entrée de certains mécanismes d'ajustement de prix qui sont basés sur des indices de certaines commodités qui peuvent affecter les prix des projets ou des indices sur les coûts de la main-d'œuvre également. Donc, c'est des exemples, si on veut, d'adaptation dans un contexte d'hyperinflation qu'on a vu dans les dernières années. Maintenant, au niveau des taux d'intérêt, c'est sûr que le nombre de hausses puis la rapidité des hausses a vraiment été sans précédent quand on regarde l'histoire. Si on prend seulement les taux Canada 10 ans, en juin 2021, étaient en bas de 1,5 %. Un an plus tard, ils avaient plus que doublé, donc en haut de 3,5 % pour des taux 10 ans. Pour notre part, c'est certain que ça a été un environnement qui a été très challengeant. Lorsqu'il y a des changements aussi importants, il y a des projets qui prennent plus de temps à aboutir ou carrément qui doivent être complètement redessinés. Donc, pour nous, ça a été une opportunité là, de rester en communication constante avec nos clients, de leur expliquer comment les marchés évoluent, puis également discuter des limites, des limitations puis des risques des hypothèses de leur thèse d'investissement. Donc, ça a été également là, une opportunité d'être à l'écoute des clients, des besoins de nos clients, puis vraiment démontrer, je pense, une certaine flexibilité là, dans ces temps tumultueux. Marc-André, quelque chose à ajouter? Oui, absolument. Bien, écoutez, c'est l'évidence même, les conditions macroéconomiques ont été défavorables durant les 12 derniers mois. On a assisté à une dislocation de la chaîne d'approvisionnement, puis un certain resserrement aussi dans le marché bancaire. Puis tout ça s'est traduit par un risque accru là, pour les développeurs lorsqu'on développe des projets d'énergie renouvelable. Si j'attaque le premier sujet, la dislocation de la chaîne d'approvisionnement, bien ça a créé notre plus gros défi présentement, c'est comment gérer le coût des équipements qui est significativement à la hausse. Et aussi, non seulement l'équipement coûte beaucoup plus cher, mais il y a des délais d'approvisionnement qui sont beaucoup plus longs. Fait que quand on regarde ces conditions de marché-là défavorables, puis là, on regarde aussi les appels d'offres actuels dont les conditions ont plus ou moins changé versus il y a quelques années, bien là, ça crée quand même un transfert de risque sur les épaules des développeurs. Et on doit aussi jongler avec certains de nos fournisseurs qui nous donnent des prix à très court terme. Fait que la certitude de prix n'est plus là. Quand je regarde les taux d'intérêt, tu en as parlé là, il y a quelques instants, Olivier, c'est sûr et certain quand la Banque du Canada augmente son taux directeur à 8 reprises, en même pas l'instant de 12 mois, une hausse de 4,25 % de son taux directeur, ça crée une volatilité incroyable. Puis, dans un contexte volatile comme ça, moi, je dois décider du taux d'intérêt que je vais mettre dans mes modèles financiers pour des projets qui vont être construits dans 3 ans.
Donc, ça demandait quand même une grande introspection par rapport à notre tolérance au risque, à notre gestion du risque, puis aussi à comment on allait gérer tout ça dans un contexte de contingence, là, comme tu as dit tout à l'heure. Capital bancaire est encore là, définitivement, mais on sent une certaine, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais on sent une certaine réticence vers les prêts à plus long terme. Disons, il y a encore des joueurs qui sont là, mais là, on voit qu'il y a vraiment qu'il y a plus d'intérêt, disons, à prêter à court terme qu'à long terme au niveau là, des prêteurs. Alors, tout cela nous a amené, justement, là, comme je l'ai dit, à être très diligents sur nos facteurs de contingence dans l'évaluation de nos coûts de projet. Maintenant, on considère les options de financement à court terme, ce qui va un peu à l'encontre de notre manière de faire historique. On était vraiment des gens chez Kruger Energy où le modus operandi, c'était vraiment, en bon français, là, de matcher le prêt avec la durée du contrat, avec la durée du PPA. Là, maintenant, on se ravise, évidemment. Puis finalement, il y avait aussi toute cette pratique-là de soumissionner en regardant les courbes de prix anticipées. Surtout dans le milieu solaire, puis ça, c'est une chose qu'on a arrêté de faire, évidemment, parce que, disons que le prix des panneaux solaires est allé de l'autre côté, disons, a significativement augmenté, évidemment, durant les 2 dernières années. Excellent. Est-ce que Moi, je pourrais me permettre de surenchérir un peu sur toi, Marc-André. En fait, ce qu'on constate, là, c'est qu'il y a eu pendant les 10-15 dernières années, dans le domaine du renouvelable, que ce soit l'éolien, ensuite le solaire et maintenant les batteries, une courbe de désinflation causée par la production de masse et puis notamment l'industrie de l'automobile, dans le cas des batteries, le volume a fait en sorte que les prix ont baissé. Mais on voit une fin de cette courbe-là. On a vu une fin abrupte de cette courbe-là de désinflation qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont été pris de court. Donc, les coûts des projets sont définitivement à la hausse. Ça va introduire peut-être le sujet suivant ou celui d'après. Les coûts d'opération aussi, parce que l'inflation, les salaires, tout ça, ça fait augmenter les coûts d'opération. Les coûts de financement qui se rajoutent là-dessus. Fait que toutes ces 3 variables-là font en sorte que ton prix d'électricité à la fin, il dépense ça. Donc, les coûts de production sont malheureusement un petit peu à la hausse. Par contre, l'industrie renouvelable a quand même atteint un certain niveau de compétitivité dans les dernières années par rapport à d'autres sources, notamment le gaz. Il faut savoir que le gaz aussi a augmenté beaucoup de prix dans cette période-là, donc ça a maintenu la compétitivité du renouvelable. Et puis l'hydroélectricité, au fil des ans, avait un peu perdu son avantage compétitif. Là, les choses se rééquilibrent un peu, mais on voit d'un bon œil quand même, malgré ça, là, la petite pause, là, si les taux d'intérêt commencent à stabiliser, je pense qu'on va repartir, espérons-le, revenir dans l'autre sens. Excellent. Il ne faut pas oublier que, je suis le modérateur, que historiquement, en histoire économique, l'inflation est la première source de destruction de valeur, mais ça, on oublie souvent de le rappeler parce qu'on ne veut pas aller sur les temps longs historiques en histoire économique. Messieurs, quels sont les principaux risques auxquels vos entreprises, corporations sont confrontées en ce moment? Quelles solutions sont de nature à les amoindrir à court terme, à moyen terme? Marc-André? Oui, bien, tout à l'heure, j'ai parlé des coûts d'équipement, mais il y a aussi les délais d'approvisionnement. Puis juste pour vous donner un ordre de grandeur, là, je discutais avec mon équipe d'approvisionnement la semaine passée. Quand on regarde l'éolien, les délais d'approvisionnement, c'est 30 à 36 mois. Quand on regarde le solaire, c'est de 8 à 12 mois, dépendamment de ta configuration. Quand on regarde les batteries, bien là, c'est un 18 à 24. Donc ça, c'est des délais qui sont beaucoup plus longs qu'auparavant. Donc on doit vraiment gérer ce risque-là. Puis vous êtes tous au courant, là, quand on se soumet dans un appel d'offres, contractuellement, on a notre date d'opération commerciale. Puis si on ne la rencontre pas, on fait face à des pénalités qui peuvent être quand même substantielles. Donc là, cette dynamique-là, ces délais-là font en sorte que on essaie de sécuriser nos commandes d'équipement plus rapidement qu'auparavant. Donc là, ça fait en sorte aussi que les sorties de fonds sont accélérées. Donc, le cycle de développement est accéléré, les sorties de fonds sont accélérées parce qu'on a besoin de faire des dépôts plus rapidement que dans le processus. Fait que là, on essaie de jongler avec tout ça et évidemment, ça amène son lot de complexité. Excellent. Cyril, quelque chose à rajouter? Oui, je pourrais rajouter que, bon, pour la conséquence des délais d'approvisionnement dans le cycle de planification ou de développement d'un projet, ça se rajoute au délai de permitting, parce que souvent la première étape dans ces projets-là, c'est de trouver un site, trouver un endroit. Ensuite,
s'assurer qu'on a vraiment un endroit. Après ça, généralement, on ne développe pas un projet s'il n'y a pas une espérance de pouvoir vendre la production. Donc, ça prend des appels d'offres, ça prend dans certains cas, dans l'Ouest canadien, nous, on a plusieurs contrats avec des corporations, des contrats corporatifs, ce qui n'existe pas encore vraiment ici au Québec. Espérons-le que ça puisse venir. Mais les délais font en sorte qu'aux 12, 24, 36 mois dont on parle, il faut rajouter 1, 2 ans, 3 ans de délai pour obtenir, négocier les contrats d'électricité et ensuite, en parallèle ou après, procéder à toutes les demandes de permis, les permissions environnementales pour pouvoir procéder à la construction. Alors tout ça, ce temps-là est un risque en soi parce que tout peut changer en 3, 4, 5 ans. On l'a vu dans le passé, c'est arrivé à quelques reprises. Et puis, notamment, ce qui peut arriver dans cette période-là, c'est des changements de cap. Parce que ce qu'on planifie aujourd'hui, on l'a vu dans les dernières années, puis même antérieurement, les besoins, l'offre et la demande, planifiés pour les 5 prochaines années. Des fois, il y a des choses qui font en sorte que ça change. Et puis, les appels d'offres sont retirés, les changements de cap s'opèrent, et puis les développeurs sont pris avec des projets. Il y a des projets qui se font, qui est en planification depuis 10-15 ans, et puis ça a toujours été comme ça. Alors, ça, c'est un risque additionnel. Donc, les changements de cap, si on peut les minimiser, là, ce qui me rassure pour le futur, c'est que la tendance de l'énergie renouvelable est tellement forte, tellement de fonds, que même s'il peut y avoir des petits changements de cap, on fait face à vraiment une tendance qui est une tendance de fond qui ne va pas se changer du jour au lendemain. Et puis aussi, sans être utopique, on peut dire, il y a 70 %, on entend ça ce midi, 70 % des gens qui sont en faveur de l'énergie renouvelable, mais le sont-ils encore quand on leur propose de construire ça dans leur cours, en arrière? Alors, ça, les enjeux de permitting pour des projets font en sorte qu'ils doivent être à des endroits où, effectivement, ils ne sont pas trop visibles, il n'y a pas trop d'opposition, et puis ça peut créer d'autres enjeux au niveau du permitting. Alors, c'est les deux principaux risques là, auxquels nous, on est confrontés, et puis qui font partie de nos processus décisionnels. Excellent. Olivier? Non, absolument, mais je pense que je rejoins vos arguments. C'est le contexte macroéconomique, puis le contexte social aussi pose ces embûches. Puis, mais du point de vue financier, ça pose des embûches dans nos propres engagements climatiques à nous, puis des ambitions qu'on a de supporter nos clients dans ces industries-là. Donc, on essaie de les accompagner comme on peut, puis d'offrir des solutions de financement qui sont adaptées à ces nouvelles réalités de marché-là. Oui, excellent. Finalement, ça se résume souvent à l'indécision n'est pas une option. Il faut une décision claire, précise, structurée et qui se poursuit dans la durée. Et du coup, moins de risques, moins d'indécisions dans ce cadre-là. On va passer au niveau plus macro. On va aller parler de ce qui se passe chez nos amis, les voisins américains et ce qui l'impacte chez nous, ici, au Québec. Comment vous impacte l'Inflation Reduction Act? Comment traitez-vous l'incertitude entourant les crédits d'impôt fédéraux annoncés dernièrement? Cyril? Oui, bien, d'abord, sans faire de leçon magistrale, c'est quoi l'Inflation Reduction Act? Juste pour se rafraîchir tous, c'est une loi qui a été passée par le président Biden il y a quelques mois, l'été dernier, et puis qui se veut une loi pour... Son nom est un petit peu mal choisi, parce qu'on parle l'idée est bonne de vouloir redonner de l'argent pour compenser les inflations qu'on a vues depuis 12 à 24 mois. Mais en faisant ça, en redonnant de l'argent, généralement, ça peut avoir l'effet contraire. Mais la réalité, le vrai nom de cette loi-là, c'est le Climate Bill. Donc, c'est vraiment pour stimuler toutes sortes d'initiatives, que ça va des autos électriques aux incitatifs qu'on a vu de sauver l'énergie pour les maisons. Mais ça couvre aussi, ça a repris sous son aile, cette loi-là, le fameux ITC américain, Investment Tax Credit, qui avait été renouvelé à de nombreuses reprises dans le passé, qui avait été un peu un problème parce que depuis 1992 que ça existe, l'ITC, et puis il y avait toujours une date limite
qui créait une espèce de course à l'armement pour dire qu'il faut mettre en place des projets avant 31 décembre de telle date. Et là, ça créait des distorsions dans le marché qui ont causé bien des problèmes historiquement, incluant des faillites, parce que une fois que les projets sont mis en service pour le 31 décembre de telle date, l'année d'après, il n'y a plus rien qui se passe. Les manufacturiers, leurs carnets de commandes sont à sec. Donc, la bonne nouvelle dans ce cas-ci, l'ITC a été renouvelée pour 10 ans, donc jusqu'en 2032. Et puis après ça, je pense qu'il va aller en déclinant, mais au moins il y a une fenêtre de 10 ans de prévisibilité où l'ITC américain va stimuler les investissements d'énergie renouvelable. L'impact pour les étrangers, je pense à nos amis européens notamment, qui sont des gros manufacturiers de véhicules. Alors, si les Américains décident de subventionner les véhicules américains, bien, ça n'aidera pas les manufacturiers européens. Alors, eux voient ça comme une plus grosse menace. Nous, ici, il y a eu des périodes où les incitatifs fiscaux pour les projets d'énergie renouvelable ou d'énergie n'étaient pas toujours en ligne avec les Américains, mais ici, ça peut quand même présenter un défi parce que les manufacturiers, souvent, ces programmes d'incitatifs fiscaux sont joints de clauses d'achat local, donc fabrication domestique. Et les manufacturiers vont, s'il y a un avantage fiscal aux États-Unis pour accompagner d'exigences de fabrication domestique, ils vont aller établir leurs usines de fabrication aux États-Unis. Alors, je pense que le gouvernement canadien a bien réagi en disant, bien, faut pas que les projets puis les fabricants soient tous s'exodent vers les États-Unis. Donc, on a un programme qui, soit dit en passant, est énoncé, qui est très prometteur, mais les règles ne sont pas tout à fait encore bien connues. Il y a beaucoup de spéculation. Alors, les investisseurs prudents, comme nous, on attend de voir, on s'attend à ce que ça sorte dans les prochaines semaines, mais on attend de voir les vraies règles et l'application de ces règles-là avant d'incorporer ça dans nos prévisions financières. Je voudrais conclure par rapport à ça en disant que le terme, c'est un peu une tarte, un incitatif fiscal. Alors, tout le monde dit « cette tarte-là est à moi mais la réalité fait en sorte qu'il y a plusieurs intervenants qui vont vouloir s'accaparer une partie de la tarte qui n'est même pas encore sortie du four. Donc, que ce soit les fabricants qui vont se dire « moi, ça va me permettre de vendre mes équipements plus cher parce que mon acheteur va être subventionné ». Les donneurs d'ordre, les contracteurs comme Hydro-Québec qui vont donner un contrat d'achat d'électricité vont s'attendre à avoir des prix qui sont plus bas parce que l'incentive fiscal devrait faire baisser le prix. Puis là, je ne parle pas des intermédiaires, il y a les intermédiaires financiers aussi. Fait que tout ça amène un peu une petite manne qui va créer un peu de concurrence sur l'attribution, alors qu'à la base, le crédit a été pensé pour les entreprises qui fabriquent les projets. Mais donc, on ne s'attend pas, nous, à ce que ça crée une grosse hausse de rentabilité des projets. Ça va plutôt être un partage de ces bénéfices-là entre les différents intervenants. Merci, Cyril. Marc-André? Oui, merci. Écoutez, nous, chez Kruger Energy, moi et mon équipe, on passe beaucoup de temps présentement à analyser l'IRA et aussi en parallèle le nouveau ITC canadien. Donc là, si je commence avec l'IRA, aux États-Unis, c'est mon équipe de développement solaire qui essaie d'anticiper justement les paramètres de l'IRA. Si je regarde ça, quand on lit les nouvelles règles, quand on regarde tout ça dans l'IRA, une des bonnes nouvelles pour nous en tant que développeurs, étant donné que moi, en tant que développeur canadien, je ne suis pas efficace fiscalement aux États-Unis, bien là maintenant, excusez-moi, je vais être en mesure de transférer mes crédits d'impôt à des tiers parties qui sont éligibles. Fait que ça, encore une fois, les détails ne sont pas sortis, mais pour moi, pour nous, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que typiquement, habituellement, je devais aller chercher un fameux Tax Equity Partner pour venir monétiser, pour venir cristalliser mon crédit d'impôt. Maintenant, si on comprend bien l'énoncé, on ne sera plus obligé de faire ça. Donc, ça va être une structure qui va être beaucoup plus simple, qui va être moins coûteuse. Donc, ça va être vraiment très bénéfique pour nous.
Ça, c'est le côté, ça, c'est la bonne nouvelle côté IRA. Quand je regarde maintenant l'ITC canadien, écoutez, est-ce une coïncidence? Est-ce que le crédit d'impôt, c'est vraiment une réponse face à l'IRA pour essayer un peu de contrer l'exodus des capitaux vers les États-Unis? Peut-être, probablement. Moi, je pense que là, quand on regarde l'ITC versus l'IRA, la bonne nouvelle, c'est que l'ITC semble moins compliqué, semble plus facile à réaliser. Donc, on va être capable justement de mettre ça en place là, plus facilement. Puis, Cyril parlait de la fameuse start. Là, je dis bien, toute chose étant égale par ailleurs, là, on verra comment tout ça va évoluer, puis je pense que tu as raison, Cyril, mais toute chose étant égale par ailleurs, il devrait quand même avoir un impact positif sur l'industrie des renouvelables. Les projets vont nécessiter moins de capitaux initialement, donc il devrait avoir un effet multiplicateur. Donc, ça va vraiment venir pousser l'effort de décarbonation. Ça, c'est probablement très vrai. Puis aussi, à première vue, encore une fois, toute chose étant égale par ailleurs, ben, les payeurs d'électricité devraient avoir de meilleurs prix, mais là, encore à ton commentaire, on verra comment tout ça évolue quand la tarte sortira du four. Puis là, présentement, mon défi dans le cadre des appels d'offres, c'est de décider, bon, ce fameux ITC canadien, comment je le traite quand je soumissionne dans des appels d'offres présentement, parce qu'il y en a. La semaine passée, il y avait un appel d'offres en Ontario pour la ISO, pour les projets de storage. C'était le processus expéditif. Donc là, étant donné qu'on est dans une période de zone grise, les détails ne sont pas encore sortis, comment que je me positionne en tant que développeur vis-à-vis l'ITC? Fait que ça demandait encore une fois beaucoup de questionnements à l'interne. Puis il a fallu prendre une position là-dessus. Oui, si je peux me permettre, ben, au niveau de l'IRA, ma lecture, c'est vraiment la taille du programme, là, 369 milliards sur une période de visibilité de 10 ans. C'est vraiment majeur, c'est technologie neutre, c'est relié à des ambitions climatiques. Donc, c'est vraiment, ça a amené une certaine vélocité de capitaux, je pense, aux États-Unis. Donc, pour nous, chez Desjardins, on s'est adapté pour pouvoir accompagner nos clients canadiens dans... J'aimerais pas ça appeler ça une exode, là, mais dans peut-être cette vélocité-là vers les marchés américains. Donc, on aimerait utiliser certaines des leçons apprises dans notre expertise des tax credits aux États-Unis, au Canada. Puis, je pense qu'un souhait, c'est que ça soit plus simple que les structures de financement qu'on voit en termes de tax equity aux États-Unis. On a un peu les mêmes enjeux que vous. On n'a pas des bases de taxes très importantes aux États-Unis, donc on ne peut pas jouer dans la poche de tax equity. Donc, on arrive avec des structures financières qui sont franchement complexes et pas nécessairement très efficaces. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle, l'ITC canadien. C'est sûr que ça va avoir un impact sur les structures de financement. Je le vois aussi comme une nouvelle positive qui va multiplier, si on veut, le nombre de projets, puis qui va venir catalyser, si on veut, les capitaux privés qui sont déjà disponibles pour ces projets-là. Excellent. Prochaine question. Comment coupler les sources de financement en prenant en compte efficacement des gains en matière d'émissions de GES et le besoin de financement de l'industrie? Débutons par Cyril. Encore moi? Ben, Écoutez, c'est assez fondamental. Ce qui s'est passé, ça a évolué très rapidement. Il y a 3-4 ans, on entendait, ou 4-5 ans, on entendait à peine de parler de critères ESG pour les investissements et les financements. C'est passé rapidement des paroles aux actes. En le cas des marchés publics et les marchés, nous, on œuvre dans des marchés privés avec des investisseurs institutionnels et ils ont été des précurseurs, les investisseurs institutionnels, en exigeant des critères pour pouvoir nous confier leurs fonds. Alors, c'est devenu rapidement pour nous, pour combler nos besoins de financement, il a fallu répondre à ça. Les critères ESG, bon, ça, c'est très général, c'est environnement, social et gouvernance, mais je pourrais dire que l'environnement était le gros fer de lance. Il y a d'autres exigences qui sont exigées des investissements, mais l'environnement, et notamment le carbone, l'empreinte carbone, a été, je pense, le grand driver, pardonnez-moi l'anglicisme. Et
Dans certains cas, quand on sollicite nos investisseurs institutionnels, souvent on ne peut même pas parler d'investissement tant qu'on n'a pas réglé la question de notre comportement ESG. Donc, il y a maintenant des agences de notation qui évaluent les investisseurs et les compagnies sur les marchés, qui leur donnent une cote ESG. Et puis, à chaque année, on doit, au même titre que nos états financiers, on doit répondre de cette évolution-là. Alors, c'est devenu fondamental. C'est presque une question de vie ou de mort. Il faut vraiment prendre soin de notre empreinte carbone et notamment de donner des objectifs de réduction à court, moyen, long terme. On nous demande des étapes. C'est bien beau de dire on va être carboneutre en 2050 ou 2040. Ils vont dire oui, mais d'ici là, vous allez faire quoi en 2025, 2030, 2035, vous allez être rendu où? Alors, il faut donner des objectifs, non pas juste à long terme, mais vérifiables et mesurables à court terme, court, moyen terme. Marc-André? Oui, mais écoutez, moi, à la fin de la journée, là, mon travail, c'est vraiment de trouver du financement puis de déployer du capital dans des projets d'énergie renouvelable qui rencontrent nos cibles de rendement. Cibles de rendement, évidemment, ajustés pour le risque. Donc, quand je regarde les incitatifs fiscaux, c'est sûr, ça active le marché, ça fait avancer les choses. On a parlé de l'effet multiplicateur. C'est sûr, ça supporte l'objectif social de décarbonation. Mais à la fin de la journée, ça doit rester simple. Puis ça, c'est mon discours en tant que développeur. Quand je regarde les projets d'énergie renouvelable, c'est des projets qui prennent plusieurs années à voir le jour. Donc, si on veut vraiment favoriser l'investissement des entreprises, puis entreprises, on parle de développeurs, d'entrepreneurs, fournisseurs, bien, ces incitatifs-là, on a parlé tout à l'heure, ils doivent avoir une certaine stabilité, puis ça doit être aussi prévisible. Je pense que c'est très important. Peut-être juste pour finir, j'aimerais vous donner un exemple d'arrimage entre des subventions gouvernementales et un projet d'affaires qu'on a chez Kruger Energy. Puis c'est un très bel exemple où justement, les subventions sont très bien arrivées avec ce que nous, on essaie d'accomplir. Donc nous, en 2019, on a eu l'idée de commencer à électrifier nos camions lourds, le transport lourd. Donc dans le jargon, c'est les camions de classe 8, donc les gros camions. Alors là, après plusieurs années d'attente, parce que ça a pris quasiment 2 ans avant qu'on ait nos 2 premiers camions, bien, on les a eus en septembre dernier. Et là, on est en train de faire un pilote et franchement, les résultats sont concluants. Il y a même eu un article dans la presse il y a quelques semaines à cet effet-là pour ceux qui ont eu la chance de le lire. L'idée, en fait, c'est vraiment d'internaliser nos besoins en transport. Là, présentement, notre transport est vraiment, en bon français, là, outsourcé à des tiers parties. On n'a pas notre propre flotte. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait faire et qu'est-ce qu'on veut faire? Ce qu'on est en train de faire, c'est d'utiliser ces camions électriques, puis on dessert notre compagnie sœur, Kruger Tissu. Donc là, les camions à une seule charge font un aller-retour de 150 km, 7 jours sur 7, 20 heures sur 24. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres, là, quand on parle de décarbonation puis de réduction de GES, bien, un camion diesel, ça consomme 140 000 litres de diesel, puis ça va émettre 380 tonnes de gaz à effet de serre par année. Fait qu'imaginez, là, l'idée, nous, c'est on veut se bâtir une flotte de camions verts, puis on veut vraiment déployer du capital dans cette initiative-là. Et franchement, si ce n'était pas nécessairement des subventions gouvernementales, le plan d'affaires aurait été peut-être un peu plus difficile. Fait que c'est pour ça que je dis que l'arrimage entre les subventions, tant au niveau fédéral que provincial, et notre projet, bien, ça a été vraiment fantastique, puis ça nous incite à poursuivre dans notre lancée. Excellent. Ça, c'est des projets concrets, réels, où Oui, l'action de l'État québécois et du gouvernement fédéral sont beaux, énormément. Olivier? Oui, bien, je pense qu'on a tous un objectif commun là, qui est de contribuer à la transition énergétique puis à la décarbonation de notre économie. Puis je pense que c'est un changement de paradigme un peu pour le monde financier, mais en même temps, c'est un moment que je trouve excitant puis qui demande de la créativité puis un esprit de changement aussi. Donc, j'écoutais plutôt la sénatrice Rosa Galvez parler que c'était un grand chantier pour le monde de la finance, puis c'est vrai. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, même nous à l'interne, pour éduquer nos ressources, pour adapter nos critères de financement aux réalités du marché de cette transition-là.
Quelques exemples d'adaptation qu'on fait par rapport au niveau de nos termes de financement pour certains projets d'énergie renouvelable qui ont des durées de vie d'actifs plus longues. On a aussi plus de flexibilité à prendre certains types de risques, comme certains risques de marché dans certaines juridictions. Puis une autre tendance qu'on voit, c'est aussi toute l'innovation dans le développement de produits dont la tarification pourrait être liée avec les bénéfices environnementaux. Donc, c'est des beaux chantiers qui sont complexes, autant au niveau de la comptabilité des données climatiques. Pour nous, on a aussi un mandat de saine gestion du risque climatique, mais aussi d'une saine gestion du risque réputationnel de notre institution financière à gérer. Mais dans tous les cas, pour nous, l'important, ça reste d'être à l'écoute de nos clients, de trouver des solutions de financement qui vont permettre de réaliser leurs projets, puis idéalement que ces projets-là soient en ligne avec nos propres objectifs climatiques. Et Olivier, je t'écoute, puis j'ai pris des notes mentales. Créativité, à l'écoute de nos besoins, c'est fantastique. On va le voir bientôt. Absolument. Et nous aussi, chez Investissement Québec, on essaie d'être là et de suivre le rythme, que ce soit dans les différents projets d'énergie renouvelable ou de transport et autres. C'est vraiment, on essaie de suivre le rythme, on essaie d'avancer rapidement, on essaie d'accompagner les entreprises, les différents développeurs. Et c'est un vaste chantier, c'est un grand chantier, les critères ESG d'un côté, la pression de politique publique, qui a des demandes autant au niveau fédéral qu'au niveau du Québec pour vraiment arrimer tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est... On a une chance unique, on a un devoir aussi, c'est un devoir, comme, dans notre cas, comme serviteur de l'État, mais aussi comme entreprise, corporation privée, d'atteindre, comme on en parlait avec Mme la sénatrice tout à l'heure, d'atteindre les cibles, d'atteindre la réduction de gaz à effet de serre. Dernière question, messieurs, qui n'est pas une question plantée. Si vous aviez, à tour de rôle, la chance d'avoir une recommandation au ministre de l'Énergie du gouvernement du Québec, vous le rencontrez demain matin, une recommandation, la plus importante, avec le plus d'impact possible, qu'est-ce que vous lui recommandez? Moi je recommande bien les choses à tous les jours, donc ça ne compte pas, mais... Je peux y aller, je peux m'essayer. En fait, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un plan face à l'industrie privée qui respecte un peu le partenariat. Donc, pas changer d'idée, avoir des planifications bien établies, puis de ne pas revenir en arrière une fois que... donc, s'assurer que les produits ou les appels d'offres qui soient faits par le gouvernement ou par Hydro-Québec, dans le cas des projets d'énergie renouvelable, que ce soit bien... que tout le monde soit pédale dans le même sens. On n'a pas toujours vu ça dans le passé. C'était pas toujours des intérêts alignés. Tout le monde veut faire ses propres projets. Alors, si on a besoin de l'industrie privée d'énergie, je pense qu'il faut aussi rendre ça flexible, keep it simple, comme Marc-André disait. Donc, garder les critères les plus simples possibles et aussi d'être réaliste. Le principal problème d'Hydro-Québec actuellement, bon, on parle de besoin d'énergie, mais aussi un problème de capacité qui est très, très ponctuel. On l'a vu il y a quelques jours, à moins 40, on a frappé un record de capacité d'utilisation. Et puis, c'est même beau de dire aux gens de baisser leur thermostat à 18 degrés. C'est pas évident au Québec, donc, de faire cette chose-là. Donc, il faut s'assurer que si on a besoin de capacité, ça ne peut pas être 100% sous le dos de l'industrie privée si on fait un appel d'offres. Il faut que ce soit, faut considérer le fait qu'on a une énorme batterie dans le Nord qui peut emmagasiner l'électricité, l'énergie pour des moments où on en a le plus besoin. Donc, l'industrie privée ne peut pas garantir la pointe du mois de janvier. Par contre, elle peut fournir de l'énergie pour garder le niveau de la batterie au maximum, qu'elle soit chargée quand on en a besoin. Merci, Cyril. Je te rejoins, je pense, sur les points de la visibilité. Là, je pense que c'est un point qui est super important au niveau de la planification des ressources financières aussi, quand on regarde des projets, de tenir compte justement de l'appétit des investisseurs dans l'organisation de la séquencement de ces appels d'offres. C'est quelque chose qui ont des impacts au niveau
des créanciers, mais aussi des développeurs de projets, puis qui peuvent entraîner des risques financiers très importants. Mais je pense quand même qu'on a un bel écosystème au Québec avec notamment là, les intérêts des partenaires communautaires régionaux qu'il ne faut pas oublier. Puis je pense que mon message, ça serait juste de continuer de bâtir de plus de projets possibles. Écoutez, c'est sûr, la visibilité, la stabilité, je pense qu'il faut une réponse rapide aussi du gouvernement. Là, on est tous anxieux de voir ça va être quoi justement les détails de l'ITC. Ça devrait sortir fin mars avec le dépôt du budget fédéral. Mais il y a aussi tout le côté, je dirais, PPA, là, contrat. Avoir une certaine ouverture des off-takers à peut-être avoir des mécanismes d'ajustement pour être en mesure de justement que ce ne soit pas tout le temps le développeur qui porte tous ces risques-là sur ses épaules. S'il y avait justement des ajustements peut-être au niveau des taux d'intérêt, au niveau de l'inflation, et ainsi de suite, ça pourrait être aussi très apprécié côté développeur. Excellent. On prend des notes, puis je vous assure que de notre côté, que ce soit Investissement Québec et autres organismes de l'État québécois, c'est clairement notre objectif d'avoir une cohésion, d'être alignés, d'avancer ensemble. Ça fait partie du contrat social québécois que de servir les différents acteurs. Écoutez, on va ouvrir avec quelques questions. Il nous reste à peu près 5 minutes. S'il y a quelqu'un qui a des questions, manifestez-vous, peut-être vocalement, parce qu'on est branché directement sur LG2. On ne voit rien. Il y a tellement d'électricité qui se dépense ici. On est éblouis. Donc, s'il y a des questions, levez la main, levez-vous. Crier ou je ne sais trop, on ne vous voit pas. On sait que vous êtes là. Ah! Les premiers, on vous voit, par exemple. On ne voit pas dans le fond. C'est bon. Vous avez le détail? Moi, je peux... La question s'adresse à Mathieu Payeur, s'il vous plaît. Mais la réalité, moi, je le vois, je vais ramener ça. Donc, la question de l'hydrogène, effectivement, les Américains, depuis longtemps, comprennent la valeur énergétique de l'hydrogène pour plein de raisons stratégiques, d'indépendance énergétique, tous des éléments qu'on avait oubliés dans les dernières années, mais qui reviennent d'actualité avec la géopolitique. Les Américains et les Allemands veulent, évidemment, l'hydrogène, c'est l'énergie ultime, avec ses composantes, ammoniac ou méthanol, dépendamment de ce que vous voulez en faire. Les Américains comprennent cet avantage-là, veulent en profiter et subventionnent. Je n'ai pas la teneur exacte quantitativement. Clairement, qualitativement, on les voit, on les comprend, ils le veulent et avancent de l'avant avec ça. La réalité, c'est que, et je le vois là, du côté de la batterie, la stratégie batterie du gouvernement du Québec, on a devant nous des gens qui, historiquement, ont à peu près 10 fois notre puissance économique. Le Canada égale à peu près 1/10 des États-Unis, 1/10 des moyens. Et quand vous mettez 300 quelques milliards d'un coup sur la table, c'est à peu près le budget de l'État canadien. C'est massif, c'est solide, et il y a évidemment, on parlait de poussée inflationniste, du par le fait que vous injectez beaucoup d'argent dans le système, et il y aura des conséquences positives, ça développe des filières d'avenir, mais aussi négatives, qui auront pour nous, Québécois, pour nous, Canadiens, des impacts. Et ça va de soi au niveau de ce que les Américains ont jugé comme étant critique. Je le vois dans les minéraux critiques et stratégiques, je le vois dans la batterie, je le vois évidemment dans l'hydrogène, qui est une source d'énergie assez importante pour eux pour décarboner leur énergie, notamment les transports lourds, les autoroutes de l'hydrogène et autres qu'on voit, qu'on entend. Donc, la nature exacte quantitative de la subvention ou du financement, je ne l'ai pas, mais clairement, on le voit. Et si vous l'avez, venez au Lutrin, on va vous écouter. Mais à moins que vous avez... Pas ma spécialité. À vrai dire, moi, je travaille dans Investissement Québec, mais je suis un industriel perdu chez les financiers. Mais ça, c'est une longue histoire. Voilà. Ça répond à ta question, Jean? Pas vrai.
Vous avez remarqué, j'ai étudié aux mêmes écoles que le consul de France. C'est vrai, pas de blague. Une autre question? On ne voit pas. De Bellefontaine, c'est une question? Bon, bien écoutez, on finit avec 5 minutes d'avance, donc vous êtes libérés pour l'apéro de 5 heures. Merci beaucoup. Merci à l'ACPER, merci à tout le monde qui ont contribué, merci aux commanditaires et on se revoit dans les 2 prochaines journées.